On va commencer cette réunion, cette grande fête avec Agnès Michelot. Agnès Michelot est maître de conférence HDR en droit public à l'UMR CNRS de La Rochelle Université. Elle a été une fabuleuse présidente de la Société française pour le droit de l'environnement. Elle est actuellement vice-présidente de la Société française pour le droit de l'environnement. Je sais qu'Agnès est très humble et ne le dirait pas, mais je tiens aussi à préciser que récemment, elle vient d'être distinguée officier. Alors, Agnès, j'ai peur de faire un impair, officier de… L'Ordre national du mérite. Voilà, donc je ne prends même pas le risque de décorcher le titre, mais je pense que nous sommes des générations à la fois d'étudiants, donc maintenant je suis passée des côtés des enseignants, hein, mais nous sommes plusieurs générations à être infiniment heureux et fiers que tu aies été distingué pour tout le travail que tu as mené pour le droit de l'environnement. Permets-moi juste de faire cette introduction aujourd'hui. Et nous enchaînerons avec José Justet, Frédéric Boin, je terminerai l'événement. Agnès, tu as la parole. Bien, merci Émilie Gaillard, la chaire Normandie pour la paix qui nous accompagne depuis plusieurs années. Je pense que fêter les 40 ans du CIDCE permet de se retourner sur toutes les avancées, sur tous les combats qui ont été menés et que ici incarne à la perfection Michel Prieur. Donc, c'est évidemment un honneur d'être sollicité pour fêter ces 40 ans, car il s'agit bien d'une fête, surtout dans ce contexte prolifique, mais aussi tendu en termes de protection de l'environnement, où il faut bien garder les objectifs, les priorités. Et c'est vrai que le choix du sujet qui m'est donné est, à mon avis, transversal aux thématiques environnementales. Et il est à la fois la marque des caractéristiques et de la portée du droit international de l'environnement et à la fois de la transformation nécessaire pour la société internationale. Une transformation nécessaire pour faire face à des enjeux globaux dans un contexte, faut-il le rappeler, de conflit, d'agression de l'Ukraine par la Russie, qui provoque des remises en question de notre système international et qui nous questionne sur nos valeurs et sur nos priorités, bien sûr en tant que citoyens, mais aussi en tant que chercheurs. Donc, la thématique qui m'est donnée ici, c'est le principe de responsabilité commune, mais différenciée. C'est une thématique qui nous a occupé le Centre international de droit comparé de l'environnement depuis de nombreuses années, en ce qui me concerne, notamment avec la question du statut des déplacés environnementaux, et puis par la suite sur toutes les propositions qui seront portées par le CIDCE depuis de nombreuses années. Donc, c'est un principe fondamental. Pourquoi ? C'est un principe fondamental parce qu'il prend en considération les disparités entre les États provoquées par des comportements irresponsables ou nuisibles. Et c'est un principe qui permet de remettre dans le contexte finalement les responsabilités des États. Alors bien sûr, c'est un principe qui a de nombreuses limites et dont on va évidemment parler. Mais dans un premier temps, je voudrais évoquer ce principe pour faire face aux injustices environnementales que la communauté internationale est confrontée, et dans un deuxième temps, évoquer des nouvelles perspectives pour cette justice environnementale, pour la lutte contre les inégalités sociales qui se cumulent avec un certain nombre de risques en termes d'environnement. Donc, un principe pour faire face à des inégalités environnementales, parce que nous sommes à présent sur la question des changements climatiques, sur les menaces sur la biodiversité. Eh bien, il faut à présent tenir compte des besoins spécifiques
et de la situation spéciale des pays en développement, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets des changements climatiques. Et c'est effectivement ce qui est prévu à l'article 3.2 de la Convention sur les changements climatiques. Mais c'est avant tout un principe qui souligne des revendications des pays en voie de développement historiquement. Et donc, on a un véritable parcours de ce principe ancré à la fois dans le droit du développement, donc dans du droit économique, et à la fois ancré dans les dernières évolutions du droit de l'environnement. Donc, il est intéressant parce qu'il permet de revenir sur cette histoire du droit international, la revendication des pays du tiers-monde qui réclament des règles dérogatoires du droit international commun. Ça permet aussi de revenir sur des revendications qu'on trouve aux Nations Unies dans les années 70 pour défendre un nouvel ordre économique international. Et donc, c'est un principe qui est porté par les préoccupations majeures des pays en développement qui considèrent qu'il faut tenir compte de l'asymétrie des situations. Et donc, c'est quelque part une remise en question du principe de l'égalité souveraine des États pour recontextualiser, pour avoir des États situés dans un contexte et finalement tenir compte de l'objectif pour les pays en voie de développement d'assurer un développement économique suffisant pour améliorer les processus décisionnels et les mécanismes de gouvernance mondiale, de manière à avoir une protection de l'environnement, mais équitable et qui tient compte effectivement des disparités de situation. Donc, c'est un parcours à la confluence, le parcours d'un principe à la confluence du droit de l'environnement et du droit du développement. Et puis, c'est aussi un parcours ancré dans le droit international classique, bien sûr, d'une part sous l'angle de la responsabilité commune, c'est-à-dire une forme de solidarité entre les États pour faire face à un enjeu commun, et puis aussi pour revenir sur cette notion de traitement différencié en droit international, que l'on retrouve d'ailleurs très tôt énoncé dans la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale, dans un avis de 1935, qui rappelle que l'égalité en droit exclut toute discrimination, d'accord, et que l'égalité en fait peut en revanche rendre nécessaire des traitements différents en vue d'arriver à un résultat qui établisse l'équilibre entre des situations différentes. Et cette recherche d'équilibre, eh bien, c'est un peu l'histoire de ce principe de responsabilité commune mais différenciée. C'est trouver des points d'ancrage dans la coopération internationale pour aller plus loin. Pour aller plus loin, de manière générale, dans évidemment des relations apaisées entre les États, et pour aller plus loin dans les enjeux de la protection de l'environnement. Et donc, c'est effectivement ce principe qui va permettre de situer économiquement, écologiquement et politiquement les États dans les négociations internationales en matière d'environnement. On le retrouve évidemment dans différents textes des accords multilatéraux environnementaux. Mais quel est le contenu et la portée de ce principe ? Parce que ce principe prend différentes formes et il modifie la nature de la coopération internationale en finalement réorientant les responsabilités, mais toujours dans un esprit de coopération, certes. Et puis, il met en place des obligations différenciées qui peuvent prendre de multiples formes selon les accords. Différenciation des standards, allongement des périodes ou des délais pour remplir des obligations,
développement de mécanismes d'assistance ou de flexibilité selon le niveau de développement des États, ou encore transfert de ressources financières des pays développés aux pays en voie de développement. Donc, son contenu est effectivement variable, et certains diront que c'est un principe structurant, d'autres pourront dire que c'est un principe un peu fourre-tout, où on peut mettre beaucoup d'obligations différenciées, plus ou moins substantielles ou d'ordre formel. Donc, il faut effectivement, sur le plan de la différenciation, peut-être faire des distinctions entre une différenciation assumée, la différenciation des obligations selon les catégories d'État, la différenciation induite par des exemptions, des aménagements à des obligations, par la prise en considération de situations particulières, ou encore une différenciation procédurale et administrative avec des exigences plus ou moins atténuées selon les États. Et puis, on peut avoir aussi une différenciation conditionnée par le respect de certains engagements. Donc, des responsabilités communes, c'est effectivement la solidarité et la défense de l'intérêt général. La différenciation peut prendre des formes extrêmement variées dans les accords internationaux. D'où la question qui se pose de la normativité, de la portée juridique de ce principe. Est-ce que c'est une forme de nouveau droit à l'aide internationale pour faire face aux revendications des pays en voie de développement? Est-ce que c'est un principe qui est indispensable désormais à la négociation des accords multilatéraux environnementaux? Et donc, finalement, c'est un principe qui donne des orientations, mais qui n'a pas, évidemment, de portée juridique? Ou est-ce que ça doit être considéré comme un principe coutumier au sens des sources du droit international général? Et là, les avis de la doctrine sont partagés. On peut considérer que du fait de sa répétition dans les accords, eh bien, ce principe a pris une dimension coutumière. Et puis, certains États, dans les négociations internationales, notamment climatiques, s'opposent vraiment, frontalement, à ce que ce principe soit reconnu comme principe coutumier, auquel cas, on considère qu'il manque l'opinion juriste, et à ce moment-là, il n'y a pas la volonté de la communauté internationale de reconnaître ce principe en tant que principe de valeur coutumière. Donc, la question de la normativité du principe, elle est clairement posée aujourd'hui, alors que le droit international de l'environnement, eh bien, s'appuie énormément sur ce qu'il est convenu peut-être de présenter comme un concept, pour d'autres, un principe directeur ou structurant, qui exprime la nécessité d'accomplir des efforts communs pour assurer la préservation de l'environnement, et sur le concept de responsabilité différenciée qui permet d'introduire des normes différenciées selon les catégories de pays. Et alors évidemment, ce concept-là, on le retrouve dans plusieurs conventions mondiales sur l'environnement, adoptées depuis la fin des années 80, et puis renforcé avec la conférence de Rio de 1992 et réaffirmé effectivement dans différentes dispositions, dans la Convention 4 sur les changements climatiques en particulier, qui place ce principe au cœur de son fonctionnement. Et puis la Convention sur la diversité biologique utilise les obligations différenciées pour tenir compte des conditions particulières
des pays les moins avancés et reconnaître la nécessité de moyens spéciaux pour les pays en développement. Donc, ce principe, on va trouver de nombreuses expressions dans les accords multilatéraux environnementaux, aussi bien sous l'angle du climat, de la biodiversité, mais aussi des luttes contre les pollutions. Et finalement, la question de la responsabilité, elle va se poser en termes d'équité entre les pays développés, les pays en développement, avec parfois des précisions pour les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement et ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. Donc la première perspective, c'est celle de l'équité entre les États. Et puis l'autre, c'est celle de l'équilibre entre les objectifs à atteindre, les moyens et les capacités à mettre en œuvre pour y parvenir. Et donc, un équilibre est à trouver entre une approche accusatoire pour les pays développés, difficilement acceptable pour les pays développés, effectivement, et les sources de blocage vis-à-vis des pays en développement qui, évidemment, ont des objectifs de développement économique. Et donc, on voit dans ce principe la façon dont il est rédigé dans ces accords multilatéraux environnementaux. On voit que ce n'est pas une responsabilité au sens des mécanismes classiques de la responsabilité, ce n'est pas l'identification d'une faute, mais c'est plutôt un principe dirigé vers l'action et plus encore vers la capacité à agir, donc pour soutenir la capacité d'action des États en développement. Donc, pour conclure sur ce premier point, est-ce qu'on a un principe pour faire face aux injustices environnementales ? Oui, c'est un principe qui tient compte des inégalités de développement entre les États. C'est un principe qui donne une réponse aux revendications des pays en développement, mais c'est un principe qui, effectivement, s'exprime dans un droit international assez classique, finalement, qui concerne les États. Un État, certes, situé, entre guillemets, écologiquement, économiquement, mais quand même une approche classique statocentrée. Alors, où en est-on maintenant de ce principe dans sa mise en œuvre? Quelles sont les perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui, alors qu'il y a, comme l'a dit Michel Prieur, ces négociations en cours? Ceux qui avaient voulu enterrer ce principe, et ça a été le cas à plusieurs occasions, eh bien, en sont pour leurs frais, puisque, effectivement, on constate que ce principe est bien ancré dorénavant dans les négociations, qu'il les guide, que c'est un point d'appui pour un certain nombre de groupes d'États, et que finalement, il est peut-être porteur d'un ordre juridique international soucieux d'introduire des règles destinées à assurer des relations interétatiques plus équilibrées, nonobstant les disparités de développement et de responsabilité dans la détérioration de l'environnement. En cela, il peut être défendu comme un principe essentiel de coopération internationale environnementale et un instrument utile à la mise en œuvre de politiques de prise en compte des vulnérabilités, notamment au changement climatique. Cependant, la question que j'ai envie de poser, c'est: ce principe dispose-t-il d'un potentiel de transformation de la prise de décision en faveur de la justice environnementale, comprise au sens de environmental justice, donc la lutte contre le cumul des inégalités sociales et environnementales? Est-ce que ce principe peut agir comme
transformateur de la prise de décision en matière environnementale sur la scène internationale. Eh bien, il faut rappeler qu'un principe juridique ne dispose pas d'une définition clairement ni unanimement reconnue, mais au stade où on en est de la mise en œuvre de ce principe, je dirais que ses fonctions sont de deux ordres. Normative, puisque clairement ce principe permet aux États de participer à la détermination d'un ensemble normatif. Et puis c'est un principe aussi structurant de mise en cohérence du système juridique. Donc, effectivement, certainement, c'est un principe structurant du droit de l'environnement qui présente un certain nombre d'intérêts, bien sûr, mais qui présente aussi des limites. Alors, l'intérêt du principe tel qu'il se déploie aujourd'hui dans différents accords, c'est effectivement un principe d'action structurant pour réduire les injustices entre les États, potentiellement. C'est un principe qui permet de prendre en compte des niveaux de vulnérabilité, notamment au changement climatique. Et c'est effectivement un principe qui tend à s'intéresser à un rééquilibrage entre des États, entre guillemets, situés économiquement. Donc, les avantages sont quand même nombreux. Est-ce que ce principe a des limites? Oui, on a dit déjà, sa valeur juridique est contestée, pas un principe non juridiquement contraignant, c'est un principe structurant. C'est un principe qui reste statocentré et quand même très dans une logique économique, avec toutes les limites que ça peut comporter. Et puis, et ça a été souligné souvent, c'est peut-être aussi un principe écran pour les responsabilités des pays en voie de développement, puisque ça peut retarder, d'ailleurs ça l'a fait, des négociations au sens où les pays en développement disent qu'il faut que les pays développés prennent leurs responsabilités avant que nous, pays en voie de développement, on rejoigne des engagements en matière d'environnement. Et c'est vrai, ça s'est révélé particulièrement vrai dans les négociations climatiques, avant d'aller vers un accord universel, notamment avec l'accord de Paris. Ensuite, ce principe a pu être modulé en fonction de différentes catégories d'États plus ou moins vulnérables, mais c'est vrai que c'est un principe qui peut mettre face à face les pays développés et les pays en développement, c'est déjà un problème, qui ne repose pas finalement les questions de ce qu'est un pays en développement, une grande question en termes d'impact au climat aujourd'hui, et puis c'est un principe derrière lequel des pays en voie de développement, qui ont pourtant un fort impact, peuvent se retrancher quelque part. Alors, où en est-on aujourd'hui de ce principe de responsabilité commune mais différenciée? Est-ce que notamment, puisque on est maintenant juste après les résultats de la COP27, est-ce que ce principe porte un projet de justice climatique, considérant que la justice climatique, au sens du préambule de l'accord de Paris, repose sur notre capacité à anticiper, à prévoir, pour guider les choix de l'adaptation d'une manière très concrète, en fonction de la diversité des territoires, en tenant compte des disparités sociales et économiques. Et dans cette perspective, le principe de responsabilité commune mais différenciée reste un levier intéressant pour agir en soutien de la prise en compte de toutes les dimensions de la vulnérabilité au changement climatique. Il est mis au service des enjeux de l'adaptation et il doit permettre à la communauté internationale de s'engager plus concrètement dans des actions de coopération plus opérationnelles. Mais est-ce le cas?
Que nous dit la COP27 et alors qu'effectivement, on est aussi dans la COP15 de la Convention sur la diversité biologique. Que peut-on attendre aujourd'hui dans le contexte des résultats de la COP27, du principe de responsabilité commune mais différenciée? Eh bien, ce que l'on voit, c'est que c'est un principe qui a fait son chemin et qui reste un principe fondateur pour rassembler les parties prenantes en négociation, les pays en développement, les pays développés, même si on voit qu'il faudrait des catégorisations plus précises et des questionnements sur ce qu'est vraiment le développement aujourd'hui. C'est ça, fondamentalement, les questions qu'il faudrait poser. Et avec les résultats de la COP27, on voit que, et notamment la décision d'établir un fonds pour répondre aux pertes et dommages, avec d'autres arrangements de financement, on voit que finalement, on a une sorte de mise en œuvre du principe de responsabilité commune mais différenciée, avec quand même une véritable dimension opérationnelle sous l'angle des financements. Et de ce point de vue-là, on voit émerger quand même des questions fondamentales. Faut-il réformer les institutions financières internationales? Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il faut redimensionner finalement ce principe de responsabilité commune mais différenciée en mobilisant d'autres institutions pour lui permettre d'accomplir, si on peut dire, cette mission de rééquilibrage entre les pays? Et là, on voit des questionnements sur la réforme des institutions financières internationales, avec la perspective de convoquer un sommet avec les dirigeants des institutions financières internationales pour aller plus loin. En fait, même si ce principe ne questionne pas en tant que tel l'ordre économique international, il est quand même une reconnaissance de toutes ces distinctions, de sa complexité. Et donc, il porte quand même une nouvelle dimension de la coopération internationale qui va, on peut l'espérer, se traduire dans une transformation de l'économie mondiale tout à fait nécessaire. En conclusion, ce qu'il faudrait vraiment accomplir maintenant, ce ne serait plus seulement d'avoir des responsabilités différenciées, mais ce serait vraiment de passer au stade des obligations différenciées et d'avoir un système international, un ordre juridique international qui, certes, est ancré dans la reconnaissance des différenciations, mais qui passe à un autre niveau qui serait celui des obligations, avec enfin la perspective d'accomplir un véritable objectif de justice environnementale, pas simplement entre les États, mais aussi plus largement entre les peuples. Et il faudrait donc repenser ce qui était au départ défendu par certains comme une dette écologique. Il faudrait sans aucun doute repenser les équilibres au sein de l'ordre juridique international en tenant compte des responsabilités écologiques, d'autres obligations et d'une vision de solidarité écologique. Je vous remercie.